Alors, l'embarras est immense. Je commence évidemment par des remerciements à Frédéric et à Chantal. Cette thématique des femmes mystiques, nous l'avions en tête depuis pas mal d'années. Et Chantal a énormément travaillé pour permettre de réunir un panel, comme on dit en français, de personnalités créatrices, poétesses du passé et du présent, tout à fait exceptionnelles. Je remercie aussi l'équipe, je remercie aussi les amis de la CIEFAR et autres qui ont bien voulu venir se joindre à moi. Je les remercie avec d'autant plus de force que je suis en état de faiblesse, puisque j'ai choisi de vous parler d'un personnage que la plupart d'entre vous ignorent sans doute totalement ou presque totalement, à savoir Sainte Radegonde. Radegonde, comme son prénom l'indique, vivait au Ve siècle. Radegonde est une écrivaine remarquée à son époque, mais dont il ne reste plus qu'une seule lettre testamentaire. Mais Radegonde eut une biographe tout à fait exceptionnelle, dont vous voyez ici un portrait du tout début du XIIe siècle. Donc, si j'ose prendre la parole aujourd'hui et vous parler de quelqu'un, de quelqu'une plutôt, qui ne fait pas partie notamment de mon cœur de recherche, c'est parce que au FIEF, on découvre ensemble des écrivaines tout à fait remarquables. Et peut-être que la première écrivaine hexagonale est cette moniale, Bodonivi, dont vous voyez les traits qui ont été faits longtemps après sa vie, une moniale vivant au 5e et début 6e siècle, et qui a écrit la vie de sa compagne, la reine, entre guillemets, et moniale, fondatrice d'un des premiers ordres religieux féminins occidentaux, à savoir l'ordre et l'abbaye de Sainte-Croix. Donc déjà dire ça, vous comprenez les unes et les autres qu'il peut être intéressant de lire les écrits de cette femme et éventuellement ce qu'elle dit des écrits de sa compagne religieuse. C'est dire aussi ce que Frédéric a parfaitement défini, que les plus grandes écrivaines du passé, on a trop tendance à l'oublier dans notre République franchouillarde, ce sont les moniales, productrices d'une masse d'écrits juridiques, économiques, historiques, mais aussi d'écrits qui sont des écrits autobiographiques et biographiques. Alors, une fois que j'ai dit ça, bon, c'est peut-être intéressant. Je précise d'ailleurs que la vie de Radegonde a fait l'objet de publications récentes, donc vous pourrez éventuellement la lire. Mais une fois que j'ai dit ça, vous devez aussi retenir que je ne suis pas médiéviste, je ne suis pas hagiographe, je suis sans doute mécréante, et je n'hésite pas à le dire, et surtout, je ne sais pas ce que c'est que la mystique. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose, rapidement bien sûr, avant même de parler de la vie de Radegonde et de ce que Bodonivi dit de ses élans religieux, de vous inviter les unes et les autres, tout au long de ces 2 journées, à vous fournir votre propre définition du mot mystique. C'est un mot, comme a dit Frédéric, attrape-tout. En la mode aujourd'hui, on parle de mystique révolutionnaire, comme on parle de mystique religieuse, comme on parle de mystique écologique. Si vous faites, comme j'ai tenté de le faire moi-même, une rapide plongée dans les dictionnaires du passé ainsi que dans les dictionnaires contemporains, vous serez surpris d'apprendre, enfin du moins ceux et celles qui ne sont pas familiers de la langue du XVIIe et XVIIIe siècle, que dans le dictionnaire de la
l'Académie française, tout comme dans ses différentes éditions, jusqu'en 1878, mystique, c'est être mystérieux. Et donc, ce flou sémantique paraît intéressant. Il paraît d'autant plus intéressant que toutes celles, au moins du passé, dont nous allons parler, je crois bien, ne se sont jamais définies elles-mêmes comme mystiques. Donc, c'est une projection que nous faisons sur les expériences de ces femmes et le problème de la nomination de ce qu'elles ont éprouvé, de ce qu'elles peuvent oser en dire ou de ce qu'on peut en dire, tout ça relève plus peut-être de la mystérologie que de la mystique. Donc, vous voyez combien je suis embarrassée, parce que le mot est compliqué et que finalement, il m'a fallu, comme vous tous et toutes bien sûr, passer par des lectures de référence. Je pense à Jacques Lebrun pour ce qui est des écrits historiques et de l'étude des biographies spirituelles. Je pense à Michel de Certeau, je pense à Brémond, je pense à toute une série d'hommes qui ont écrit sur les mystiques. Donc, deuxième point peut-être de cette préface, c'est aussi de s'interroger sur le genre de celles et ceux qui, jusqu'à une date très récente, sont intéressés à la mystique. C'est depuis peu seulement que nous, les femmes, osons peut-être parler de ces femmes-là. Ça nous oblige aussi du même coup à nous interroger sur notre propre fascination à l'égard de la mystique. Parmi mes lectures de référence, il y a Vuarnet, auteur mirifique d'un livre sur les extases féminines, qui m'avait emballé il y a une vingtaine d'années et qui me paraît aujourd'hui, paix à son âme, il est malheureusement s'est suicidé et il ne peut pas répliquer à ce que je lui dis, est un parfait exemple de ce qu'on appelle en anglais le male gaze. Et le regard qu'on porte sur les mystiques mérite interrogation. Ce qui veut dire du même coup qu'il est évident que lorsqu'on s'interroge sur la mystique, il faut s'interroger sur ce dont on va parler. D'érotomanes, d'hystériques, de femmes de foi assurément, dans tous les cas, mais aussi de femmes qui, pendant des siècles, ont été totalement méconnues. Et peut-être que, et là je vais choquer sans doute certaines et certains, que la meilleure introduction aux femmes mystiques, c'est la grande Simone de Beauvoir, qui nous l'offre. Dans l'avant-dernier chapitre du deuxième sexe, juste avant le chapitre terminal qui s'appelle « La femme indépendante », c'est la femme mystique qu'elle étudie. Et si elle commence par des cas cliniques d'érotomanie, elle finit par toute une série d'exemples. Là, sa culture est prodigieuse, mais ça, je n'étonne personne en le rappelant. Après toute une série d'exemples, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la femme mystique, c'est ce qui, dans les siècles passés, elle emploie le mot mystique alternativement, avec et sans guillemets d'ailleurs, il faudrait recreuser et retravailler ce texte, elle nous dit que c'est des femmes d'action, des femmes rebelles, des femmes qui ont été toujours constamment soupçonnées d'être en marge, et je suis très heureuse de toutes ces rebelles vont prendre jour sous nos yeux dans les heures qui viennent. Trop longue sur cette entrée en matière, mais qui me paraissait nécessaire dans la mesure où, bien sûr, comme une partie d'entre vous, vous êtes hantés aussi, pas seulement par Beauvoir, mais aussi par Freud, dont l'une des dernières remarques concerne la mystique et qui voit dans la mystique l'auto-perception par-delà du moi, du ça, c'est-à-dire des pulsions,
profonde, inconsciente des unes et des autres. Donc, résumons-nous, si c'est possible, un mot complexe, un mot difficile à manier, au moins par moi, et qu'il faut apprendre à nuancer et à complexifier, bien sûr, mais un mot qui cache des destins d'écrivaines, de guerrières, de combattantes tout à fait exceptionnels. Aimar Radegonde et sa biographe Bodonivi me semblent ressortir de ce genre. La reine Guillemette Radegonde serait née en 520, quelque part dans les forêts de Thuringe, et a fini sa vie en 587 à Poitiers, dans l'enceinte d'une des premières communautés clôturées monastiques féminines d'Europe, je disais tout à l'heure. Radegonde fait à Poitiers encore l'objet d'un culte fervent. On visite son tombeau, on visite sa cellule, même si elle a été reconstruite dans les années 1900. On visite aussi l'emplacement dans l'église Sainte-Radegonde, où, disais-je, on voit son tombeau, et on voit aussi le pas de Dieu, c'est-à-dire la marque dans la pierre de sa cellule du pied de Jésus qui l'a ou l'aurait visité. Donc, cette femme, née quelque part au-delà de la Saxe, butin de guerre d'un ensemble de frères rois francs, dont Clotaire Ier, ce roi Clotaire va l'épouser, guillemets, après l'avoir éduquée. C'est une femme lettrée, une femme qui sait le latin, qui écrit des lettres et qui écrit de la poésie. Ce Clotaire, qui est un brute total, du moins d'après ce que disent les biographes de Radegonde, ne l'a peut-être pas défloré. Il avait d'ailleurs toute une série d'épouses et de concubines parallèlement. Donc je suis en train de vous plonger de façon désordonnée dans le monde mérovingien, que vous connaissez sans doute pas trop bien, et qui nous est toujours présenté comme un monde de barbarie complète. C'est un monde de rapines, de guerres intestines, de guerres fratricides. C'est aussi un monde qui a produit quelques-unes des plus belles joailleries européennes connues. C'est donc un monde où l'on parle le latin, où on parle le grec, où l'on détruit des temples païens, mais où aussi on édifie des édifices religieux extrêmement intéressants. C'est dans ce monde-là, donc, que Radegonde va tenter à plusieurs reprises de fuir son époux, mais qui va réussir à échapper à celui-ci avec l'aide de grands personnages de l'époque. Je pense à Grégoire de Tours, mais je pense aussi à Venance Fortunat, qui se deviendra évêque et soutiendra son projet monastique. À l'issue de péripéties incroyables qu'il a fait chevaucher de Thuringe à Vermandois, puis en Picardie, puis à Tours, puis peut-être à Arles, où elle va aller chercher auprès de la sœur de Saint-Césaire un modèle de règles pour sa future communauté, elle entre en clôture et fonde le couvent de Sainte-Croix. Et cette femme prodigieuse, cette femme qui a des qualités diplomatiques extraordinaires, puisqu'elle échange avec Byzance pour obtenir des reliques de la Sainte-Croix, elle échange avec Césarine d'Arles pour avoir des modèles de règles. Cette femme est, une fois recluse, non seulement visitée par Dieu, mais elle va aussi développer des talents de thaumaturge et d'exorciste qui font les bonheurs de ces deux biographes. Et je terminerai par un rapide coup de projecteur sur ces deux biographes.
On a la chance, dans le cas de Radegonde, c'est pas le cas de la plupart des saintes des premiers temps chrétiens, on a la chance d'avoir deux biographes qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont chéri, qui l'ont admiré. D'une part, ce Venance Fortuna dont je parlais il y a un instant, poète italien entré ensuite dans les ordres, puis on a aussi cette fameuse Bodonivi. Et pour quelqu'un qui, comme moi, comme vous tous et toutes, s'intéresse au genre et au genre littéraire, il est intéressant de comparer ces deux vies. Car si la vie qui est dressée de Radegonde par Fortuna est riche en péripéties de toutes sortes, événements, guerres, combats, morts, exorcismes, et d'une parfaite platitude en ce qui concerne l'interprétation de ce qu'elle a pu vivre, Bodonivi, qui prétend, humble, monial, ne pas savoir écrire, ne pas oser prendre la parole après Venance Fortuna, cette Bodonivi va nous fournir des éléments complémentaires, des éléments événementiels complémentaires de ceux donnés par Fortuna, mais elle va aussi nous faire rencontrer la visionnaire, l'éventuel mystique en Radegonde. C'est elle, en effet, qui, dans sa Vita, écrite donc par Bodonivi à la demande de l'abbesse de Sainte-Croix au tout début du VIe siècle, ces visions qui commencent quand elle est déjà à la cour de Clotaire. Elle nous raconte à ce moment-là qu'elle fait des rêves. Donc les amis analystes dans la salle, j'espère, feront leur bonheur, d'une Radegonde, jeune femme, assise sur le genou d'un Christ bateau. Le bateau, c'est le Dieu, c'est l'Église. Il est chargé d'hommes, et c'est là qu'elle aurait eu, je cite Radegonde, sa première étreinte avec le Christ. Mais évidemment, une fois rentrée dans les murs du couvent, elle en refuse d'ailleurs la direction, elle refuse d'être abbesse de celui-ci, elle soigne toutes sortes de malades, des hommes comme des femmes, notamment des maux concernant les yeux, mais elle exorcise, puisque c'est un monde qui est rempli de démons de toutes sortes, et sur les murs de sa cellule grouillent des diables effrayants qu'elle repousse d'un geste, d'un signe de croix. Mais un an avant sa mort, et je terminerai sur cette image que je trouve très belle, au moins d'un point de vue poétique, elle reçoit la visite en personne du Christ, sous la forme d'un très beau jeune homme, très bien habillé, brillant, qui enflamme, dit-elle, son corps, son visage. Elle est embrasée, nous dit Bodonivi, qui a, parenthèse, rassemblé ses faits auprès de deux femmes. Radegonde leur avait fait promettre de ne pas raconter la chose, mais elle l'avait raconté à ses femmes, et donc Bodonivi peut nous en faire part aujourd'hui. Alors, parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse, tout ce que je raconte, c'est la topique exacte des biographies spirituelles que j'ai appris, et d'autres mieux que moi dans cette salle, des biographies spirituelles écrites au XVIe, XVIIe et partie du XVIIIe siècle. J'ai oublié de dire qu'elle se macère de mille manières, silice, l'âme rougie, etc. Enfin, c'est la banalité, évidemment, de tout chemin vers la sainteté. Mais l'élément qui me paraît le plus intéressant, c'est cette visite qui aurait laissé donc une trace dans la pierre de sa cellule, et cette visite, elle la refuse. Elle refuse les avances du Christ. Et une des dernières pages de la vie de Radegonde, selon Bodonivi, c'est
l'effarement du Christ lui-même devant cette femme qui refuse ses avances. Et du même coup, vous comprenez pourquoi j'ai mis un point d'interrogation au terme de mystique pour définir cette femme dont la foi, l'efficacité politique, religieuse est indéniable, dont les aspirations à l'union avec un être divin sont incontestables. On ne sait pas finalement comment se termine cet intermède que je trouve personnellement extrêmement troublant. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très très beau colloque puisque vous allez avoir la chance de découvrir des femmes passionnantes avec des autrices passionnantes. Merci beaucoup.